et il avait pris c'était 2004 si mes souvenirs sont bons, il avait pris une de ces gamelles. Des fois on se demande comment ils ont le courage de remonter sur le vélo. Ça force notre admiration. Alors, il manque beaucoup de sprinteurs aussi du côté des coureurs français, parce qu'on parle là de Sébastien Turcot qui s'est révélé pour les B-Box sprinteurs. Il a déjà terminé 3 fois 6e. On parle de Loïc Mondori. Vous avez même vu hier, il a fait encore 6e du peloton. Ah, j'ai pas fait attention. Alors c'est pas 6e place de 6e, oui, mais il fait 6e quand même du sprint du peloton. Et encore une de plus. Il manque Jimmy Casper, puisque l'équipe Source-Jasson n'a pas été invitée sur ce Tour de France. Il manque un William Bonnet, par exemple, dans l'équipe B-Box Bouygues Télécom. Mais bon, c'est vrai que il n'y a que 9 coureurs par équipe, il faut faire des choix. Et compte tenu de la configuration, du profil de ce Tour de France 2010, on a préféré les grimpeurs aux sprinteurs dans certaines équipes. Il n'y en a que quelques-unes qui ont amené les Petaki, les McEwen, les Cavendish ou les Houchet. Oui, ce sont des sprinteurs d'exception quand même, ceux-là, donc qui font mouche presque à chaque fois dans le Tour de France. Alors que nos sprinteurs français, il leur faut des circonstances particulières. Et un sprinter nécessite dans l'équipe au moins 3 coureurs à son service pour l'emmener, pour le placer dans les meilleures conditions et s'occuper de lui. Donc un sprinter plus 3 coureurs, ça fait déjà 4. Sur une équipe de 9, il vous en reste 5 après. Donc on fait des choix. Quand vous avez un sprinter d'exception, on ne se pose pas trop la question. Si on n'a pas de leader pour le classement général, eh bien on fait l'équipe en fonction de ce coureur-là. Et voilà. Et on est presque sûr de ramener quelque chose à la maison. Sinon, effectivement, la question se pose. Elle est épineuse pour les directeurs sportifs, pour le manager des équipes concernées. Parce que un sprinter peut toujours faire mouche. Et puis les autres ne sont pas obligatoirement dans les classements. Donc parfois on regrette de ne pas l'avoir fait. Mais c'est un choix. Et comme tout choix, c'est une élimination. Et ça ne fait pas toujours plaisir. On a encore un petit peu de temps, 67 km pour rentrer dans le détail des sprints. Parce que les sprints d'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 jours, c'est la 11e étape. Les sprints d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que ceux d'hier. En tout cas, les forces en présence, il y a des gens qui sont un peu fatigués, d'autres qui ont repris du moral, d'autres qui ont été blessés qui vont être là maintenant. Je crois qu'on peut aujourd'hui parler d'un sprint bien différent de ceux qu'on a pu voir, notamment les derniers comme à Guignon ou à Montargis. Le sprint d'hier nous a donné quand même quelques petits renseignements. On a vu un Cavendish toujours aussi affûté et prêt à bondir. Pas tellement emmené, mais il s'est dégagé tout seul. Il a été gagné le sprint. Un Petaki fort. Un Torushoff un petit peu moins bien, mais il souffre beaucoup de la chaleur. Qui n'est pas venu se mêler. Farrar n'est pas venu se mêler. Parce que Farrar a plus d'ambition au classement par points. Ce qui l'intéresse, c'est la victoire d'étape. Oui, il ne l'intéressait pas. Mais croyez-moi, on va le voir aujourd'hui. Il a dû se refaire une bonne santé. Après McEwen, je crois qu'il a fait 4e. Lui aussi, encore une fois, du sprint du peloton. Ça serait marrant parce que. C'est bien. Alors, regardez, vous l'avez sous les yeux. Regardez. Il a fait. Ah non, oui, 4e. Si, il a fait 4e. C'est assez du sprint du peloton. Du sprint du peloton. Et Mondori 5e et Turcot 6e. Donc, c'est assez amusant. C'est un petit peu établi quand même, la hiérarchie. Seul Farrar ne s'est pas mêlé au sprint hier. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va avoir un sprint. On va retrouver les mêmes. Dans quel état de fraîcheur? L'étape d'hier, on va dire, physiquement, elle n'a pas été très dure. On peut le dire. À 34 de moyenne pour les premiers et un peu moins pour le peloton, ça n'a pas été dur. La chaleur a été compliquée à gérer. En s'arrosant bien, en buvant correctement, en n'oubliant pas de manger, on peut considérer que c'est une étape qui n'a pas fait trop de fatigue. Je dis bien trop, je ne dis pas qu'elle n'en a pas fait, mais elle n'en a pas fait trop. Elle aurait pu être beaucoup plus désastreuse. Donc je pense que tout le monde a pu quand même gérer cette étape d'une façon positive et va se retrouver aujourd'hui avec de bonnes jambes en ce qui concerne les sprinteurs. Alors après, effectivement, dans le final, quand ça va se mettre à rouler à 20, 30 km de l'arrivée, peut-être un petit peu moins, ça dépendra des écarts, si les échappées sont reprises ou pas, là, les sprinteurs vont découvrir leurs nouvelles jambes, en quelque sorte, après 10 jours de course et la montagne. Donc peut-être qu'un ou deux sera un peu moins bien. Mais bon, ils vont tous y participer parce que leur prochaine chance, moi je pense que l'arrivée à Revel peut être une arrivée de sprinter encore. Il y a un petit 3e catégorie juste avant l'arrivée, mais c'est pas une étape difficile quand même. C'est une étape qui peut être favorable au sprinter. Tout dépendra de la façon dont les échappés partiront au départ et comment l'équipe Saxo jouera le coup au départ. Après, voilà. Après, les équipes de sprinters décideront en fonction de ça. Mais elle peut être
Ça peut être une arrivée au sprint. Je peux me permettre de vous faire une réflexion bien personnelle. sûr, bien sûr. Merci Thierry. Merci. j'ai fait le petit truc là que vous appelez troisième catégorie. C'est un talus qui, ça peut favoriser un garçon qui a du punch peut partir là. Il peut lâcher les sprinters là et finir tout seul. Bien sûr, bien sûr. Elle est pas simple. C'est pas facile. Non, mais je pense que les sprinters peuvent passer malgré tout, parce que elle est pas longue. Elle fait que 2 km. Elle aurait fait 4-5. Je dis pas, parce que 4-5 pour un sprinter, ça devient un peu plus compliqué. 2 km en s'accrochant bien. Il passe et il peut faire le sprint derrière. Et après, il faut laisser passer toutes les Pyrénées. Donc, une petite occasion aujourd'hui, une très belle occasion aujourd'hui. Une peut-être dans 2 jours. Et après, c'est terminé. Il faudra attendre la veille du contre-la-montre et le dernier jour à Paris. Et je vous rappelle que le classement par équipe est toujours dominé depuis 2 jours maintenant par l'équipe de la Caisse d'Épargne. Vous avez aperçu les dossards jaunes sur le dos des coureurs portant ce maillot cher à Christophe Moreau, Luis Leon Sanchez. Et la lavande est toujours présente ici sur le bord de la route. Nous longeons le Vercors. Le Vercors qui est limité par la Chartreuse au nord et le Diois ici au sud. Sans plus que de la lavande, il y a quand même des vignes ici. Il y a des vignes ici aussi. Écoutez, on a vu de la lavande. Maintenant, on voit des vignes. On a vu un petit peu moins de vignes. Ce sont presque les premières que nous apercevons aujourd'hui. Vous savez, nous en avons parlé tout à l'heure. Là, c'est la Clairette. Et puis, maintenant, il y en a pas mal. Le Côte du Rhône. Oui. Berthe Grapp, tiens, lui, il s'en souvient de ces routes-là parce que je vous l'ai dit, avec un maillot de champion du monde sur les épaules, il avait gagné le contre-la-montre, donc avec le maillot de champion du monde du contre-la-montre. En 2008, il avait gagné ce contre-la-montre du Dauphiné, dont l'arrivée était située justement où nous arrivons, à Bourg-les-Valences. Et remarquez comment il a coupé les manches du maillot. Au niveau de la couture, c'est pas forcément son point fort. Il prépare ses vacances d'été pour le bronzage. Équilibre des forces entre les coéquipiers de Petakit, Cavendish. Qu'est-ce qu'un genou bien abîmé là à gauche? C'était un coureur de Garmin qui avait beaucoup de bandages. Il y a eu tellement de bobos. Vascompte. Ça peut être Zabriskie. Peut-être aussi. Toujours cette belle route. Cette falaise. Et nous sommes toujours dans le parc naturel régional du Vercors. Un massif d'une exceptionnelle richesse botanique qui abrite plus de 1800 espèces végétales. Concernant la faune, on trouve aussi bien des espèces de plaines, de montagnes et de hautes montagnes, sans oublier celles spécifiques ici des falaises, des grottes et des zones humides. Parc naturel régional depuis octobre 1970 et qui est grand de 250 000 hectares. Laurent Belay à l'arrière du peloton, c'est rentré dans l'ordre pour l'Œil Mont-Doré, j'imagine. Il est reparti dans le milieu du peloton, l'Œil Mont-Doré, mais c'est vrai qu'il a une belle plaie sur la fesse. Alors ça reste superficiel, il n'y a rien de cassé, c'est la vie de coureur cycliste. Mais c'est vrai que le coureur il est toujours un petit peu énervé quand il tombe parce qu'il sait que, de toutes les manières, on lâche toujours quelques forces. Lorsqu'on tombe, donc Mont-Doré en tous les cas n'est pas dans les dernières places du peloton, le peloton qui s'abreuve toujours. Actuellement c'est Egoy Martinez, meilleur grimpeur du récent Dauphiné, qui est venu chercher des bidons.